Est-ce que la photographie a déjà vraiment changé quelque chose? C'est cette question qui a rythmé notre réflexion depuis le début de notre série. Et nous voici arrivés au troisième et dernier chapitre. Si vous n'avez pas encore écouté les 2 premiers épisodes, je vous recommande de le faire avant de poursuivre. Le premier concerne Lewis Hine, qui pense que les photos peuvent influencer les lois. Et il a en partie raison, même si cela lui coûte toute sa vie. Le deuxième concerne Diane Arbus, qui croit que rendre visible suffit à rendre digne. Et en même temps, cet épisode nous laisse avec la difficile question de ce que le spectateur fait ou ne fait pas, de ce qu'il regarde. Désormais, nous allons faire la rencontre d'un homme qui pousse son engagement en photographie jusqu'à ses limites les plus extrêmes. Un homme qui ne se contente pas de simplement documenter. Il vit avec les personnes qu'il photographie, il partage leur nourriture et il endure les mêmes dangers que ses sujets pour capturer des images authentiques. Et à la différence de Hine et d'Arbus, son travail aboutit à des résultats concrets et mesurables sur le plan juridique. Un récit qui aurait tout d'un dénouement idyllique, mais ce serait sans compter sur un rebondissement inattendu. Mais avant de continuer, je voulais prendre plus librement la parole pour vous expliquer d'où vient cet épisode qui s'inscrit dans le podcaston. Le podcaston, c'est une semaine pendant laquelle des créateurs de podcasts francophones consacrent leur émission à une association qu'ils soutiennent. De mon côté, j'ai décidé de soutenir la Maison de la photographie de Lille, une association qui depuis plusieurs années fait de la médiation en photographie. Elle met notamment en place des expositions et des ateliers photos dans les quartiers auprès des associations et des écoles dans la région Hauts-de-France. Et ce, pour toucher des personnes éloignées de la culture, telles que des jeunes élèves et des personnes en situation de vulnérabilité sociale. Tout cela motivé par la conviction que tout le monde devrait pouvoir profiter de l'art visuel. Parce que comprendre une photo et savoir en prendre une soi-même, c'est une façon de gagner en liberté. Et c'est ainsi qu'ensemble, avec la Maison de la photographie, nous avons décidé de choisir communément la thématique de cet épisode, pour prendre le temps, ensemble, d'analyser le pouvoir des images, la responsabilité d'un regard et la question de qui a le droit de voir et d'être vu. Ces questions sont celles que cette association pose chaque jour, en discutant avec des personnes qui n'ont peut-être pas connu les photographes que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, si vous voulez les aider, je vous propose de cliquer sur le lien indiqué dans la description de cet épisode. Vous pouvez visiter leur site internet, découvrir leur programme, faire un don ou tout simplement leur rendre visite si vous êtes à Lille. Je vous remercie sincèrement pour le soutien que vous leur apporterez et je vous souhaite une agréable écoute. Je suis Élodie Bonin et vous écoutez Nicéphore, le podcast qui vous plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans votre créativité. Nous sommes à Minamata, au Japon, au début des années 50. C'est un petit village de pêcheurs sur la côte ouest de Kyushu. Là-bas, toute la vie de la communauté tourne autour de la mer. Les hommes partent à la pêche très tôt le matin, les femmes cuisinent le poisson, les enfants grandissent près de l'eau. Ici, la mer n'est pas simplement une ressource, c'est une part sacrée de la vie des villageois.
Depuis 1907, la société Shiso est installée à l'entrée de la baie. Elle fabrique des engrais, des plastiques et de l'acétaldéhyde. Elle est le premier employeur de la région et, en quelque sorte, la raison pour laquelle le village existe toujours. Du moins, c'est ce que tout le monde a fini par croire. Depuis de nombreuses années, la société déverse ses déchets dans les océans. Et parmi ces déchets, il y a du mercure méthylé. Une substance neurotoxique très puissante. Elle entre dans les organismes marins, se concentre dans les poissons et remonte toute la chaîne alimentaire. Les premiers signes sont apparus vers le milieu des années 50. Les chats du village commencent à tourner en rond, à convulser, à tomber dans la mer, ce que les habitants nomment la danse des chats. Ensuite, ce sont les oiseaux, incapables de maintenir leur trajectoire de vol. Puis, les premiers humains. On l'appelle le mal étrange. Des membres qui se déforment, une mémoire qui s'efface, une élocution qui se désintègre et des convulsions sans fin. Et le pire, c'est que le mercure peut passer à travers le placenta des mères sans les affecter directement. Insidieusement, sans même qu'elles ne puissent y faire quoi que ce soit, il endommage le système nerveux des fœtus. Certains enfants naissent avec des handicaps lourds. D'autres n'ont goûté à la vie que dans le ventre de leur mère. La société Shiso a identifié la cause de ces problèmes sanitaires dès 1959. L'entreprise, pourtant, cache les rapports, rejette leurs responsabilités et donne discrètement de petites compensations aux familles, en échange de leur silence et de leur renoncement à toute action en justice. Le gouvernement japonais préfère ignorer la situation. Rappelons que nous vivons actuellement le miracle économique japonais avec ses décennies de croissance industrielle rapide qui vont propulser le pays au rang de deuxième puissance mondiale. Dans cette situation, Shiso n'est pas un souci. Shiso symbolise le progrès et donc troubler l'entreprise, ce serait troubler le progrès lui-même. Alors, on laisse faire. Les victimes se retrouvent ainsi à lutter seules. Elles se structurent, tant bien que mal, en équipe pour tenter des négociations. Elles marchent devant les portes de l'usine, tiennent des photos de leurs proches, décédés comme témoignages vivants. Lorsqu'ils affrontent directement les dirigeants de Shiso, les malades les forcent à les regarder en face. Et malgré la preuve la plus irréfutable qui soit, les dirigeants gardent leurs expressions imperturbables. Ce mouvement est bien organisé et des plus courageux, mais il reste isolé, ne parvenant pas à se rendre visible à l'international. Enfin, cela, c'est bien avant qu'un Américain arrive avec son appareil photo. Quand William Eugene Smith arrive à Minamata en 1971, il a 52 ans. Et tout au long de sa carrière, il s'est engagé corps et âme dans des projets qui lui tenaient à cœur. Chaque nouveau défi était pour lui l'occasion de défendre ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. Avec sa femme, Aileen, ils prennent la décision radicale de s'installer dans le village, dans une petite maison avec un sol en terre battue. Ils partagent la nourriture des pêcheurs, cette nourriture contaminée que Smith sait être empoisonnée. Et pourtant, il en mange, quand même, parce qu'il refuse de vivre sans pouvoir les aider. Un engagement qu'il prolonge sur 3 ans.
Un soir de décembre 1971, dans une maison du village, Smith prend une photo d'une scène sans se douter qu'elle deviendra l'une des images les plus marquantes du XXe siècle. Yoshiko Uemura, la maman de Tomoko, prend sa fille dans ses bras, dans la baignoire. Tomoko a 16 ans. Elle est née avec la maladie de Minamata, l'ayant contractée dans le ventre de sa mère sans que sa mère ne soit malade. Son corps est très limité dans ses mouvements. Elle ne peut pas se battre seule, elle ne peut pas se laver seule. C'est sa maman qui la baigne tous les soirs avec une douceur et une tendresse qui imprègnent toute la pièce. Et Smith, présent, photographie. Et là, il nous faut revenir une ultime fois à Roland Barthes, dans la chambre claire et au punctum. Rappelons-nous tout d'abord de la distinction faite par l'auteur. Le studium, c'est ce que l'on peut comprendre dans une image, son contexte culturel, son message politique et son information. Le punctum, c'est ce qui vous touche avant même que vous ayez lu quoi que ce soit, ce qui vous blesse, ce petit détail qui échappe au contrôle du photographe et attire immédiatement votre regard. La photo de Tomoko Uemura dans son bain est un punctum à l'état pur. Car ce qui est vraiment marquant dans cette image, ce n'est pas d'abord la maladie, ni même le contexte. C'est la scène elle-même. Une maman tenant son enfant dans l'eau. Une lumière formant un rectangle autour de la main déformée de Tomoko. Et dans ce geste universel de la mère qui lave son enfant, quelque chose de doux et d'insupportablement douloureux à la fois. La scène évoque délibérément la Pietà de Michel-Ange, mais même sans le savoir, elle vous touche au ventre avant d'atteindre votre cerveau. Roland Barthes identifie également un deuxième élément, celui du temps. En regardant cette photo, on peut voir bien plus que juste un « ça a été ». On lit en même temps un « ça sera ». La mort déjà présente dans le corps de Tomoko, la catastrophe qui s'est déjà produite et qui se poursuivra. Contrairement aux enfants de Hein qui espèrent une réforme de l'État, Tomoko, elle, demande rien dans son bain. Elle est là, et voilà, c'est tout. Et cette présence-là affecte profondément le spectateur, d'une manière que aucune statistique, aucun rapport, aucune loi ne peut expliquer. C'est à ce moment-là que la comparaison avec Hein devient incroyablement fructueuse. Hein voulait persuader, Smith veut faire du mal, il veut blesser. Le studium de Hein s'adresse à la raison et le punctum de Smith s'adresse au cœur. Il y a deux façons bien différentes de faire les choses, et Minamata va nous montrer que parfois, la deuxième peut réussir là où la première a échoué. Mais le prix à payer est amplement démesuré. Car en janvier 1972, Smith prend part à une manifestation. Les personnes touchées par la tragédie de Minamata veulent rencontrer les responsables de l'entreprise Shiso. Et là, une dizaine de gardes de sécurité de l'entreprise attaquent Smith. Ils cassent ses appareils photo et saisissent sa tête pour la frapper à plusieurs reprises contre un mur en béton. De cette violence innommable, Smith perd une grande partie de la vue de son œil droit, celui qui l'utilisait pour prendre des photos. La violence de Shiso démontre quelque chose que les industriels n'auraient jamais dû laisser paraître. Ils ont peur des images.
Pas des chiffres, ni même des documents officiels et encore moins des protestations des pêcheurs, mais des photos. Et soudain, un événement survient dans ce récit qui prend de plus en plus l'allure d'un conflit. Blessé et ayant perdu la vue, Smith ne peut plus dire qu'il fait du tourisme ou qu'il est un voyeur, parce qu'il a fait sienne la souffrance de son sujet. Il a dépassé la frontière invisible entre le spectateur et le combattant. Dans son livre majeur intitulé Devant la douleur des autres, publié en 2003, Susan Sontag avance une idée principale que le cas de Minamata met directement à l'épreuve. À force de regarder des images de souffrance, nous développons une anesthésie morale. L'image choque. Elle se propage, devient célèbre, entre dans les musées et peu à peu, elle perd son pouvoir de blesser. Parce que le spectateur consomme la souffrance de l'autre comme un spectacle, ce qui lui permet de se sentir innocent tout en restant immobile. Et cette thèse est vraie pour la plupart des images de la seconde moitié du XXe siècle. Pourtant, Minamata fait figure d'exception, et pour comprendre pourquoi, il faut examiner ce qui s'est déroulé autour des photos et pas seulement à l'intérieur. En 1973, le tribunal de Kumamoto a prononcé un jugement historique dans l'histoire du droit japonais. La société Shiso est reconnue coupable de négligence criminelle. Elle doit payer des compensations financières aux familles des victimes, qu'elles soient vivantes ou décédées. C'est la première fois qu'une grande entreprise industrielle japonaise est tenue légalement responsable d'un crime environnemental. Et c'est l'une des premières fois dans le monde où la photographie est utilisée directement comme preuve dans une affaire judiciaire. La photo de Tomoko dans son bain a été examinée par les juges. Elle a été présentée devant la commission d'enquête sur la pollution. Elle a fait exactement ce que Tag aurait décrit comme étant le pouvoir d'une image, à condition que le contexte institutionnel soit prêt à la recevoir. Quant au livre Minamata, sorti en 1975 et écrit à quatre mains avec Aileen Smith, raconte une tragédie locale, devenue un avertissement pour tous. Il a participé à l'émergence dans les années 70 et 80 d'un mouvement mondial pour sensibiliser à la pollution industrielle. La maladie de Minamata est désormais répertoriée dans les dictionnaires. Elle devient un symbole. Mais c'est aussi là que d'autres ennuis commencent. Parce que Tomoko Uemura, cette jeune fille dans son bain, est devenue, à elle seule, une icône. Son visage est présent dans des milliers de livres, exposés dans de nombreux musées et publiés dans des magazines à travers le monde. On la compare délibérément et ouvertement à la Pietà de Michel-Ange. Elle est devenue un symbole de l'horreur, comme l'ont dit les membres de sa famille. C'est pourquoi, dans les années 90, la famille Uemura a demandé que la photo soit retirée de toutes les expositions publiques. Parce que Tomoko est décédée en 1977 et parce que sa maman, qui l'a bercée dans ce bain et qui a accepté d'être prise en photo ce soir-là, ne peut plus supporter de voir cette image se propager. Elle ressent de la douleur. Elle est en deuil et la photo continue de se propager sans sa souffrance et surtout sans son accord. Ariella Azoulay le dit de manière très directe dans son ouvrage. Tomoko était dans un état végétatif et n'a jamais pu signer le contrat que le monde avait passé avec son image. Autrement dit, le contrat social que la photographie est censée établir entre le photographe, le sujet photographié et le spectateur n'a pas été accepté par tous. Il a été, d'une certaine manière, imposé, ce qui a fait que Tomoko s'est vue être dévorée par l'icône qu'elle était devenue. Et donc, par ce retrait,
le contrat prend fin. Le sujet redevient le centre de l'attention dans l'image. Il nous rappelle qu'à chaque document est associé un être humain, vivant ou décédé, que la photographie ne pourra jamais vraiment capturer entièrement. William Eugene Smith, quant à lui, est décédé en 1978, seulement 3 ans après la sortie de Minamata, seulement 1 an après la disparition de Tomoko. Il a vécu ces dernières années épuisé, endetté et partiellement aveugle. Un homme qui a consacré sa vie à la photographie sans que la photographie ne le protège en retour. Nous voici à la conclusion de ce troisième récit. Et il est temps pour nous de revenir à la question qui nous a poussés à enquêter. Est-ce que photographier pour changer le monde relève plus du mythe ou de la réalité? Hein a modifié des lois, mais a aussi vu ces lois être annulées. Arbus a permis de voir des personnes habituellement invisibles, mais les a aussi présentées comme des sujets esthétiques à admirer. Quant à Smith, il a contribué à une condamnation judiciaire, mais a aussi vu ces images limitées dans leur diffusion. 3 victoires inachevées et 3 manières différentes d'échouer tout en réussissant. Autant d'histoires qui nous rappellent, en regardant l'actualité, que quelque chose aujourd'hui a évolué, sans que pourtant rien n'ait vraiment changé. Par exemple, le 25 mai 2020, à Minneapolis, une jeune fille de 17 ans nommée Darnella Frazier prend son téléphone. Elle enregistre pendant 9 minutes et 29 secondes un policier qui maintient son genou sur la nuque d'un homme, affirmant qu'il ne peut plus respirer. Un enregistrement qui montre l'agonie d'un homme l'emmenant tout droit vers la mort. La vidéo provoque le plus grand mouvement de protestation contre le racisme depuis les années 60. Frazier, elle, a gagné un prix Pulitzer, mais depuis, elle souffre de troubles post-traumatiques. Autre exemple, en septembre 2022, à Téhéran, Mahsa Amini, âgé de 22 ans, décède 3 jours après avoir été arrêté par la police des mœurs. Alors, des femmes iraniennes sortent dans les rues, retirent leur voile, le mettent en feu et le brandissent au bout d'un bâton. Un événement unique dans l'histoire, car cette fois-ci, il n'y a pas un seul photographe, mais des millions. Des femmes qui filment leur propre rébellion et prennent des risques pour partager ces images. Mais le régime se maintient et le port du voile reste obligatoire. Dernier exemple cette fois-ci. Aux États-Unis, en 2025, l'administration Trump a déployé l'ICE dans les rues. Les habitants enregistrent les arrestations sur vidéo et les agents de l'ICE les filment en retour, en enregistrant leur visage et les plaques d'immatriculation grâce à une application de reconnaissance faciale. Le regard est devenu une arme à double tranchant. Observer le pouvoir, c'est entrer dans la base de données de ce pouvoir. L'image n'est plus réservée aux personnes sans voix, elle est également l'outil du pouvoir qui organise sa propre représentation, qui souhaite que les arrestations soient visibles, que la peur se propage, que les messages soient transmis. Alors voilà, la photographie ne change pas le monde, mais elle met en place les conditions pour qu'un changement puisse se produire, à condition qu'il y ait déjà une volonté politique, un mouvement social et un cadre institutionnel prêt à agir. Ce que nous ont appris Lewis Hine, Diane Arbus et William Eugene Smith, c'est que l'essentiel n'est pas dans l'image. L'essentiel est dans ce que nous faisons de l'image. Et quand je dis nous, je parle du spectateur, moi
autant que vous, tous ceux qui regardent. Ariella Azoulay a raison sur un point important. Le contrat de la photographie implique 3 parties. Et si le spectateur, qui en est le 3e acteur, ne remplit pas son rôle jusqu'au bout, le contrat est annulé. L'image se transforme en une simple décoration. Les émotions s'évanouissent en l'espace d'une journée. Et le photographe, qu'il soit professionnel, amateur ou simple passant avec un téléphone, se retrouve seul avec ces traces de l'histoire. La question n'est donc plus « cette image va-t-elle changer le monde ?» mais plutôt « qu'est-ce que je fais moi après avoir regardé ?» Et cette question-là, personne ne peut y répondre à votre place. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nice est fort. Si toi, chère auditorice, tu as aimé cette plongée dans le pouvoir et les limites de la photographie, n'hésite pas à mettre des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, cette semaine où des podcasteurs se mettent au service d'une cause. Alors, merci à eux pour cette initiative et merci à toi de l'avoir soutenu en écoutant jusqu'ici. L'association que j'ai choisi de parrainer cette année, c'est la Maison de la photographie de Lille. Si ce que nous avons exploré aujourd'hui t'a touché, si tu crois toi aussi que l'image peut être un outil d'émancipation, alors soutenir leur travail, c'est une façon concrète de tenir ta part du contrat. Tu trouveras leur lien directement en description de cet épisode. Tu peux aussi retrouver Nice est fort sur Instagram et TikTok pour poursuivre la discussion et découvrir encore plus de contenu sur l'histoire de la photographie. Toutes les références de cet épisode sont également disponibles en description. Prends soin de toi et souviens-toi, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.